Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Après un état des lieux collectif de la saison 2022-2023 du Paris Basketball, on vous propose désormais une petite série de bilans individuels pour revenir sur la saison de chaque acteur ou presque du Paris Basketball. Aujourd'hui, place au coach, ou devrais-je dire désormais ex-entraîneur du Paris Basketball, Will Weaver. Ça va pas nous empêcher de revenir sur son coaching et la philosophie de jeu qu'il a voulu mettre en place à Paris cette saison. Pour cela, nous sommes une nouvelle fois un trio et je salue tout d'abord Antoine. Salut Lilian, salut à tous. Et nous sommes donc trois avec Flavien. Comment vas-tu ? Oh bah ça va bien, ça va bien. Ravi de parler de ce sujet, honnêtement. J'ai l'impression de voir une pointe d'ironie dans ta voix, mais peut-être Oui, pas. moi aussi. Un petit peu. Non, oui, mais Un petit- on va pas en dire que du bien, quoi, c'est tout. Il est démasqué. Voilà, ok. On verra ça dans la suite de cet épisode. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter @paribet-8onair et sur Facebook et Instagram Paris Basketball On Air. Et on est tout de suite parti pour le 53e épisode de cette 4e saison de Paris Basketball On Air. Bonjour à tous, c'est Ismaël Kabagaté du Paris Basketball et aujourd'hui vous écoutez Paris Basketball On Air. Moins d'un an après son arrivée et après une seule saison donc du côté du club de la capitale, Will Weaver s'en va avec un bilan plutôt honorable à la tête du Paris Basketball, ou en tout cas, vous me direz les gars ce que vous en avez pensé avant de vous donner la parole, quelques chiffres pour résumer la saison du technicien parisien à la tête du Paris Basketball. En Betclic Elite, le club a terminé sur le bilan de 16 victoires pour 18 défaites, 9e, pas de qualification en play-off donc on l'a rappelé dans le bilan collectif. En Eurocup, bilan positif pour le coup, 10 victoires, 8 défaites, une 5e place à l'arrivée et une élimination en quart de finale des playoffs. Il y a également eu un court passage pour le Paris Basketball en Coupe de France, une élimination en 16e de finale contre Antibes. Antoine, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que toi, tu penses de ce bilan comptable pour Will Weaver, à la fois collectivement pour Paris et à la fois en termes individuels pour lui, parce que c'était quand même sa première saison de coaching à la tête d'un club professionnel. Il avait coaché évidemment à la sélection australienne, mais à la tête d'un club professionnel. C'était sa première fois pour Will Weaver. Je vais essayer de pas t'en garder sous le coude pour vraiment avoir certaines choses qui méritent d'être appuyées tout au long de cette émission. Quel bilan je tire de Will Weaver et de sa première et seule saison, tu l'as rappelé, à la tête du Paris Basketball? Ben, à vrai dire, c'est à l'image de la saison et du bilan du Paris Basketball, c'est-à-dire quelque chose de moyen avec beaucoup de potentiel. Je pense que c'est un bon coach. Quand il débarque, il a un bon CV, qui a voulu mettre en place un jeu qui peut-être n'a pas fité. Enfin, il a voulu mettre en place son jeu sans vraiment se remettre en question. C'est un peu ça que je lui reproche et que je serais amené à lui reprocher tout au long de la saison, parce que c'est un jeu qui avait beaucoup de potentiel. Il avait les armes pour faire des belles choses. Il a fait des belles choses, il a fait des moins belles choses, bon, pour des raisons administratives notamment. Je pense qu'on en parlera et Flav peut-être en parlera aussi lorsqu'il fera son bilan global. Mais pour commencer, sans trop rentrer vraiment dans les détails, il y a quand même pas mal de frustration à cette arrivée-là. C'est que lui, il est arrivé très tard pour remplacer du coup Jean-Christophe Prat. On attendait du coup, c'était un peu compliqué même pour nous en tant qu'observateurs du Paris Basketball de passer après Jean-Christophe Prat, d'imposer quelque chose. Ça a mis du temps. Il y a eu des moments où j'ai senti un coach pas. Enfin, après là, c'est un avis personnel, pas tellement meneur de son groupe, vraiment la tête de son groupe, comme je pouvais imaginer un Prat, pour prendre l'exemple qu'on a à Paris, d'un coach qui mène son groupe, qui le tient et qui parfois pousse des coups de gueule. Ça n'a pas été ce style de coach-là, et donc le bilan, moi je le trouve vraiment mitigé pour le coup, sans remettre en cause, en l'occurrence, à contrario, l'état d'esprit du monsieur, qui était extrêmement agréable quand on avait affaire à lui en conférence de presse. Est-ce que tu es du même avis, Flavien? Parce que malgré tout, Will Weaver a rencontré, on l'a dit, des petits tracas cette saison. Il n'a pas pu coacher au début parce que son diplôme n'était pas validé par la LNB. Il a fallu aussi pour lui s'adapter à un championnat qu'il découvrait. Donc au final, pour une première saison, voilà, un petit peu peut-être comme Antoine, c'est moyen, mais quand même peut-être pour lui, d'un point de vue individuel, c'est peut-être pas si mal que ça au vu des éléments que j'ai cités précédemment. Ouais, je pense que pour lui, il le voit d'une bien meilleure manière que nous, on pourra le voir, je pense.
parce que tu le dis, c'est sa première expérience européenne. C'était aussi peut-être, lui, une année de test, voir si sa philosophie de jeu peut s'exporter en dehors des États-Unis et de l'Australie. Euh, bon, la réponse, elle n'est pas aussi évidente que ça, mais il y a eu des bonnes choses. Je trouve qu'il y a quand même plus de mauvaises, mais encore une fois, on y reviendra tout au long de cet épisode. Mais dans la globalité, voilà, le bilan est moyen. T'as raté de peu ton objectif imposé par David Kahn, qui était d'aller faire les playoffs. Tu le rates d'une victoire. Tu fais mieux que ce qui était, en tout cas, attendu en Eurocup. Il y a ce bémol en Coupe de France qui est lâché assez vite, avec une équipe d'espoir que tu as mis contre Antibes parce tu jouais des matchs tous les 2 jours à ce moment-là de la saison et tu avais préféré le bazarder. Non, globalement, plutôt moyen dans l'ensemble. Mais lui, je pense, le voit d'un meilleur œil que nous. Et le club aussi, parce qu'il a eu une proposition de contrat de plusieurs saisons entre les mains. Donc, c'est qu'il y avait quand même, du côté du club, une certaine satisfaction quand même, au vu de ce que Will Weaver avait présenté comme projet de jeu, ce qu'il a réussi à développer, ce qu'il l'avait en tout cas projeté de créer avec ce club. C'était, je pense en tout cas que côté Paris Basketball, on est plutôt satisfait dans l'ensemble de ce que, du travail du coach américain. Parce que Will Weaver, cette saison, a proposé, Antoine Cité, Jean-Christophe Pratt, il a proposé une approche assez différente, pour le coup, avec une philosophie de jeu. Alors il a pas révolutionné le basket, mais en tout cas, c'était nouveau, notamment pour le championnat de France. En tout cas, on va en parler un petit peu. Et je voudrais savoir, messieurs, si déjà, les idées en tout cas, il nous a présentées au début, avec, voilà, on va dire, les grandes lignes de sa philosophie de jeu, c'était de laisser pas mal de liberté aux joueurs, notamment dans l'application des systèmes. Un jeu, on a cessé de le répéter cette saison, avec beaucoup de rythme, et également un jeu centré autour du tir à 3 points. Est-ce que, voilà, ces principales idées, et peut-être que vous en aviez retenu d'autres, vous, est-ce qu'elles ont été mises en application, en tout cas sur le parquet, parce qu'on les a beaucoup entendues, voilà, dans les conférences de presse, quand on a pu s'exprimer avec lui, mais est-ce que vous les avez réellement vues en application sur le terrain, Antoine? Oui, 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 vraiment vu, puisque Paris prenait énormément de tirs à 3 points. Et en fait, on les a vus à tel point que quand ça marchait pas, rien d'autre était proposé. Donc on voyait encore plus quelque chose qui ne marchait pas. Ça a marché à des moments aussi, hein, faut pas non plus se voiler la face. Le plan de jeu mis en place a parfois marché. Quand tu parles de up-tempo, de jeu rapide, donc c'est ce qu'ils proposaient, ça a même été parfois souligné par les coachs adverses qui ont reconnu les capacités de l'équipe de Will Weaver à courir énormément et du coup à poser énormément de problèmes aux adversaires, puisque dès qu'ils baissaient un petit peu d'intensité, ça pouvait vite revenir. Après, le jeu proposé était assez. Enfin, l'idée, quand il arrive, elle est assez alléchante, hein, vraiment du jeu rapide, très offensif. On savait que si Paris ne défendait pas, ils allaient se prendre des valises de points. C'est ce qui arrivait. C'est le bémol de ce groupe-là, tu l'as dit, c'est de laisser beaucoup de responsabilités à des joueurs. Mais c'est parfois l'impression, à titre personnel, que j'ai eue, c'est qu'il laissait la responsabilité à certains joueurs et il ne leur reprenait pas cette responsabilité quand ces certains joueurs-là ne pouvaient pas assumer le rôle qu'on leur demandait. C'est là le bémol de, je trouve, la stratégie enfin le plan de jeu de Will Weaver tout au long de la saison. C'était son manque de remise en question quand son plan de jeu ne marchait pas. On a l'impression qu'il est venu avec une idée et que ça marche ou ça marche pas, on restera sur cette idée-là et advienne que pourra. Et ben au final, le résultat, on l'a vu, c'est une place aux portes des playoffs et un peu plus de réussite, beaucoup plus de réussite en Eurocup, mais c'est dommage parce que je pense que ça aurait pu être mieux en réglant quelques détails. Je sais pas ce que vous en pensez. Toi, Flavien, pardon. Toi aussi, tu trouves que Paris a un peu vécu et mouru avec ses idées, malheureusement, et qu'il n'y avait pas assez de remise en question de la part de Will Weaver sur son coaching, même si, on le dira peut-être ensuite, il y a eu quand même quelques ajustements en cours de saison, mais peut-être pas assez conséquents pour changer totalement de visage sur certains matchs. Alors, juste pour revenir, j'aime beaucoup le mouru que tu viens de nous sortir, qui est magnifique. Pardon, Euh, je non, m'excuse. plus Il est tard, il globalement, est tard. c'est vrai que Will Weaver, en tout cas, a mis ses idées en place assez facilement, mais je trouve enfin, assez rapidement, mais je trouve justement
que son idéologie de jeu, elle est plutôt simple à mettre en place finalement. Si tu donnes de la liberté aux joueurs, alors il faut donner un certain cadre quand même pour pas que ça aille dans tous les sens. Mais en général, on a quand même vu, ça a été très rapide à mettre en place parce que dès même la pré-saison, on voyait ce Paris Basketball avec un rythme très élevé, qui shootait beaucoup à 3 points, qui mettait pas forcément la défense sur comme un élément fondateur de son plan de jeu. Euh, et puis tu le vois même dans les stats sur la saison, c'est l'équipe Paris qui shoot le plus à 3 points de la saison et c'est la deuxième équipe qui shoot le moins à 2 points de la Betclic Elite. Il y a que Villeurbanne qui prend moins de tirs à 2 points, mais c'est l'équipe la plus efficace à 2 points et à 3 points du championnat. Donc tu, tu vois quand même la tendance qui a été celle de Paris toute la saison, c'est de vivre et mourir, comme tu le disais, avec ton adresse à 3 points. L'idée, c'est de prendre plus de tirs que l'adversaire et que à ce jeu-là, tu fatigues l'autre en jouant un nombre de possessions qui est bien plus élevé que tout ce que les autres équipes connaissent dans le championnat. Globalement, il y a une seule équipe qui joue au moins aussi vite que Paris en Betclic Elite, c'était Rouen, qui, sur les confrontations avec Paris, a peut-être souffert d'un manque de talent général dans leur effectif quand ils se sont affrontés les hommes de Will Weaver. Globalement, c'est vrai qu'on a vu quand même des limites assez flagrantes assez rapidement avec ce système de jeu et on va dire l'attaque à outrance qui était proposée. euh, et ça, enfin, t'as pas gagné des matchs très vite avec cette idée-là. Et force est de constater d'ailleurs que Will Weaver a dû revoir ses plans un peu plus tard que la mi-saison pour essayer de s'adapter un peu plus à ce qui lui était présenté en championnat notamment, et peut-être ralentir le rythme et trouver d'autres situations, d'autres éléments tactiques qui pouvaient en tout cas aider l'équipe à gagner plus de matchs. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a passé une deuxième meilleure partie de saison avec bah, des résultats qui sont allés aussi avec ce qu'il voulait proposer, un peu plus en adéquation avec le basket européen et surtout le basket en France. Antoine, je vais rebondir sur ce que tu disais dans ta première intervention. Tu disais que que les coachs adverses citaient notamment le fait que ce jeu rapide posait problème aux équipes de Betclic Elite. Mais moi, ce que j'ai pu noter d'un côté, c'est que parfois, ça a pu jouer en la défaveur de Paris, dans le sens où certaines équipes qui n'avaient pas forcément une très bonne attaque cette saison, et ben face à Paris, elles se muaient en très bonne attaque, justement, en marquant par exemple plus de 90, 95 points. Et on avait l'impression que Paris était pris un petit peu à son propre piège du jeu rapide en ne pouvant pas du tout stopper les équipes adverses, en donnant du jeu de transition justement à ces adversaires, en ne pouvant pas les stopper. Et notamment en début de saison, là où les résultats n'étaient pas là en tout cas, ça a posé problème et ça se voyait par exemple avec des équipes comme Fos, qui était l'une des pires attaques du championnat et qui est venue à la Carpentier, qui a planté plus de 90 points. Paris s'était imposé au final, mais c'est un peu l'illustration de ce que je dis, que parfois le jeu up tempo a pu profiter aux adversaires de Paris également. Ils se sont fait avoir plus d'une fois. Tu as cité Faust, tu peux citer Blois, les deux fois notamment, à leur propre piège en fait. Ils se sont fait avoir par leur propre jeu, ils sont tombés dans leur propre piège, pardon. Parce que même si voilà, des équipes offensivement un petit peu moins développées, un petit peu moins efficaces, ont réussi par le nombre de possessions qui était complètement qui explosait complètement lors des matchs contre Paris, à trouver de l'adresse, et face à une équipe parisienne qui défendait mal aussi, qui n'a jamais vraiment défendu. Ça n'a pas été cette saison. Je pense que c'est pas à faire offense à l'équipe parisienne de dire que ça n'a pas été une foudre de guerre défensivement, même s'il y a quand même des profils défensifs de base dans cette équipe. Donc, je pense que quand tu scoutais le Paris Basketball et tu savais qu'au final, en jouant leur jeu de rapidité, comme ça a été le cas pour Fos, tu l'as très bien dit, et que ça marchait, que tu trouvais ne serait-ce qu'un petit peu d'adresse, et qu'en face, tu arrivais justement face à une équipe parisienne qui vendangeait beaucoup, encore plus en début de saison, tu te retrouvais facilement à te faire avoir. Et comme tu te remets pas en question et que le but c'est d'imposer ton rythme et que ton rythme finalement bascule chez l'adversaire, tu te fais avoir. Et c'est comme ça que Paris a perdu quand même, je trouve, un paquet de matchs. C'est là où on en revient toujours à la même chose, de ce manque de remise en question. J'ai l'impression de dire ce mot à chaque fois que je prends la parole,
mais c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, je trouve, cette saison. Et pour imposer son rythme, Flavien, est-ce qu'il n'aurait pas fallu... Alors, tu citais par exemple une équipe comme Rouen, voilà, qui a un jeu assez similaire à Paris, mais j'ai envie de citer moi une autre équipe que, dont Paris pourrait peut-être s'inspirer, aurait pu peut-être s'inspirer, même si les moyens ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais c'est par exemple Monaco, qui je trouve en plusieurs points ressemble un peu à l'effectif de Paris, avec des joueurs stars, une volonté de jouer de jouer énormément de transition. Sauf que Monaco, eux, ils ont un effectif Euroleague, forcément, ils ont, on va dire, 12, 13 joueurs capables de jouer en championnat de France à un très bon niveau. Et on l'a vu cette saison. Will Weaver, notamment, ça a été mieux défensivement, notamment quand il y avait des presses tout terrain, mais c'est des choses qui demandent énormément aux joueurs et forcément ça demande une rotation élargie et on l'a cité dans le précédent podcast, mais voilà, Paris a connu des blessures cette saison et fait que forcément, il n'y avait pas forcément 10, 11 joueurs capables à chaque match de pouvoir jouer et donc c'est peut-être ce qui a manqué à Paris pour pouvoir coller à la philosophie de jeu de son coach, c'est avoir un effectif beaucoup plus profond qu'il ne l'a eu cette saison. Ouais, c'est pas faute d'avoir non plus l'argent pour pouvoir étoffer, on va dire, l'effectif avec de la quantité, hein. Euh, c'est vrai que tu as eu déjà des blessures quasiment toute la saison. Pas des grosses blessures, mais qui t'ont quasiment empêché jusqu'au mois d'avril d'être avec ton effectif au complet, hein. Je pense que Paris a quasiment été au complet, on va dire, sur un stretch de plusieurs matchs sur la fin avril, début mai, lorsque Kyle Holman était de retour de blessure. Sinon, jamais tu avais pu avoir voilà, cet effectif au complet. Il y a des matchs où tu t'es pointé à 8 pros et tu savais que tu lâchais quasiment le match. Je pense notamment en Eurocup, plutôt, je pense à Ankara au mois de janvier. Ankara, Grande Canaria, pardon. Et c'est vrai que bah, si tu t'inspires de Monaco, évidemment, mais là, on parle d'une équipe qui a 3 fois et demi le budget de Paris, qui peut donc aisément avoir des joueurs qui jouent en Euroleague et d'autres qui vont jouer en championnat le week-end. Donc en fait, c'est trop compliqué avec cet effectif-là, en tout cas avec le nombre de joueurs que tu avais à disposition, de pouvoir 2 fois par semaine, être capable d'aller sur le même rythme et d'être efficace. Et bah, on l'a vu, hein, de toute manière, et je sais qu'on l'a cité un petit peu dans le podcast précédent, mais tu gagnes en Eurocup la semaine en début de saison et tu perds en championnat et t'inverses la chose en mars où tu gagnes en championnat, tu perds en Eurocup. Parce que aussi, tu as cette difficulté de pouvoir enchaîner euh, sur la durée des rencontres avec une intensité comme tu l'as mise. En Eurocup, tu pas affronté vraiment d'équipe, à part, je dirais, Tel Aviv, qui montrait une adversité athlétique, physique et de vitesse de jeu comme ce que Paris propose. Et ça t'a fait donc gagner pas mal de matchs parce que tu joues un peu d'une manière surprenante, on va dire. En championnat, la BTK était beaucoup plus physique et tu l'as ressenti tout de suite quand tu affrontais des équipes qui réussissent à imposer leur rythme ou alors à s'adapter au tien et où toi tu n'arrives pas à être suffisamment efficace, notamment à 3 points. T'as l'un des pires, si ce n'est le pire pourcentage au tir à 3 points du championnat, 13e. Donc ça fait partir vraiment pas des bonnes équipes. Si tu avais eu un effectif plus complet, mais ouais, en même temps, si tu avais un effectif plus complet, tu viserais pas le top 8, tu viserais plutôt le top 4. Et c'était pas encore dans les ambitions du club cette année. Bon, Antoine, je vais te faire répéter encore une fois, mais tu parlais de remise en question justement, et Will Weaver, c'est quand même un petit peu remis en question, en tout cas en cours de saison. Il le disait notamment à Bibasket après, c'était après le match contre Gravin Dunkerque, c'était en février-mars, après une période de trêve internationale, où il disait que voilà, il a bien compris que dans le championnat de France, il fallait un petit peu s'adapter et jouer peut-être un petit peu moins vite. Est-ce que toi, quand même, tu l'as constaté? Je t'avoue que moi, c'était pas non plus si flagrant que ça. J'ai trouvé surtout que, en fait, les résultats enfin, il y a eu des meilleurs résultats, mais c'était pas forcément parce que la philosophie de jeu avait changé, c'était plutôt parce que les joueurs avaient tous un petit peu élevé leur niveau individuel. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Est-ce que Will Weaver s'est réellement adapté ou plutôt, c'est plutôt les joueurs qui ont élevé leur plancher? Je le vois plus comme ta seconde analyse. Les joueurs ont un peu élevé leur plancher. Je pense à Tyrone Wallace qui, sur sa deuxième partie de saison, a vraiment été extrêmement important et très efficace, très bon pour le Paris Basketball.
Amir Sims aussi qui a été bon, même bon, il y a du bon et du moins bon, mais c'est quand même des joueurs qui ont augmenté leur niveau de jeu plutôt qu'un rythme un petit peu plus posé. Il l'a été plusieurs fois, puis bon après le rythme plus posé se transformait parfois en isolation, donc une possession un petit peu plus rallongée sur certaines séquences quand tu as une défense qui est beaucoup plus dure et vraiment efficace. Et je le vois plus comme ça, je le vois plus comme, pour répondre à ta question, comme vraiment une hausse du niveau de certains joueurs, plutôt, même, on peut même parler de Gauthier Denis qui a retrouvé, lui c'est pas une hausse pour le coup, c'est vraiment une montée vraiment fluide tout au long de la saison de son jeu, plutôt qu'une adaptation du coach, même si bien sûr le coach a fait des efforts, hein, on n'est pas là pour dire qu'il a rien fait, qu'il a juste attendu sur son banc. Plutôt qu'une baisse de rythme, Flavien, j'ai eu plutôt l'impression qu'il y a eu plus de partage du ballon, en tout cas, un jeu beaucoup plus collectif, et ça a coïncidé avec de meilleurs shoots pris, justement. Est-ce que toi aussi, tu es d'accord avec ça? Oui, 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 complètement, mais ça va aussi avec une chose qui m'avait plu, c'était que le système offensif dans sa globalité sur la saison avait quand même été plutôt à l'avantage de certaines individualités. Tu as envie de donner le ballon dans les mains de tes joueurs les plus doués, les plus forts en fait sur le terrain. Donc tu as envie de les donner à Kyle Holman, tu as envie de les donner à Tyrone Wallace, à Amir Sims. Et notamment ces trois-là ont bénéficié de ce système où bah, même en t'adaptant et au fur et à mesure, tu as pu trouver un espèce d'élan collectif parce que au début de saison, tu as des individualités qui se démarquent forcément, mais tu ne vois que les individualités et tu ne vois justement pas, un travail collectif et justement, on avait vu, Gauthier Denis en parler, début mars, disant: «Voilà, on a enfin eu 15 jours pour travailler le collectif». Citation que je trouve totalement aberrante parce qu'on était déjà 6 mois après le début de la saison, mais apparemment, il faut commencer à travailler le collectif quand tu vas pas bien et quand tu vois pas l'objectif se rapprocher. Heu et bah, oui, quand tu as eu ce genre de déclaration, heu, tout de suite, on a quand même vu un mieux, collectivement, un ballon qui bouge mieux. Alors Tyrone Wallace, a vraiment porté l'équipe sur son dos pendant 4 mois, un petit peu moins là je dirais sur la fin de saison, mais on va dire que de janvier à avril, il y a personne, enfin il finit quand même il était dans les 4 meilleurs, joueur du mois d'avril, et il était avec quasiment des stats en triple-double. Enfin, c'était assez indécent. Et justement, lui, parce qu'il rayonnait, permettait aussi à d'autres joueurs de rayonner. Un Amir Sims, par exemple, était vraiment très très bien responsabilisé en attaque. Kyle Holman, son retour, plus ou moins mitigé, mais quand même par rapport au temps d'absence qu'il a eu sur la milieu de saison, on le voit quand même qu'il il a quand même, à part un match raté, je crois que c'était contre Blois, tout le reste, globalement, je trouvais que c'était pas trop mal. Et puis on a d'autres joueurs qui ont su quand même trouver leurs marques, et notamment les shooters, hein, que ce soit Chris Goulding ou Gauthier Denis. Gauthier Denis qui passe une saison l'année dernière très très compliquée sous les ordres de Jean-Christophe Pratt. Et là, cette année, euh, il est un peu plus responsabilisé. On dessine des systèmes où c'est lui qui va être à la finition avec un shoot à 3 points, que ce soit dans le corner ou à 45 degrés. Et il réalise une saison excellente. Je crois qu'il a 7 dévals, ce qui n'est pas monumental, mais par contre, dès qu'il y avait un shoot à 3 points, sa régularité a un peu baissé sur la fin de la saison. Mais vraiment, de octobre à, on va dire, mars, peut-être même début avril, franchement, le niveau de Gauthier Denis m'avait plutôt impressionné. Et ça va en fait dans ce sens de développer un esprit collectif et une attaque mieux huilée que ce que tu voyais en début de saison. Pas simplement de l'ISO quand tu donnes le ballon une fois Wallace, une fois Holman. Là, vraiment, je trouvais en tout cas qu'on allait de plus en plus vers quelque chose qui ressemblait à du basket de haut niveau offensivement. Voilà, donc Oliver a su un petit peu au moins évoluer au cours de la saison. Et justement, messieurs, vous qui l'avez vu, on va pas se mentir, vous étiez quasiment présent à tous les matchs à domicile Paris Basketball, plus les matchs également que l'on voit à l'extérieur. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez pensé de Will Weaver en tant que coach? Comment est-ce qu'il se comportait sur le parquet avec les joueurs? Comment vous avez trouvé son attitude déjà au global, Antoine? Calme, très calme, parfois un peu calme, j'ai trouvé très peu expressif. J'ai presque une analogie pour toi, on aurait dit un petit peu le professeur.
Oui, c'est vrai, il manquait que les lunettes. Mais c'est vrai que c'est un contraste par rapport aux années qu'on avait eues avec Jean-Christophe Prat auparavant, d'avoir un coach qui est beaucoup plus dans l'expression. Là, on a un coach qui est quand même beaucoup plus calme, qui a tendance à, comme je le disais tout à l'heure, à laisser. En fait, je le disais à Flavien en off, j'ai eu l'impression plusieurs fois que c'était un coach qui. Enfin, je l'ai pas vu vraiment éteindre l'incendie quand il y en avait un, en fait, ou alors beaucoup trop tard. Je pense à Blois, là, parce que c'est très frais dans ma tête, du début de match catastrophique de son équipe, et on le voit prendre un temps mort ou vraiment, enfin, voilà, essayer de casser le rythme, mais très tard au final. Donc un coach, est-ce qui dégage en fait l'image, ce qui est peut-être pas le cas, on n'est pas dans le groupe et seuls les joueurs et le staff auront la réponse, qui donne l'image de quelqu'un qui a pas la main mise totalement sur son groupe, alors qu'en fait c'est sa façon d'être, mais sa façon d'être est tellement différente de joueurs qui semblent avoir quand même un peu d'ego et des personnages aussi, des caractères, on a même de se demander est-ce qu'il serait capable de passer une soufflante à un joueur qui est pas bon ou qui ne le satisfait pas, genre parce que bah, comme pouvait le faire Jean-Christophe Prat, c'était vraiment l'opposé. Donc c'est ce coach-là que j'ai vu peut-être plus cérébral qu'expressif. Après, on ne sait pas comment il était dans le vestiaire encore une fois, mais ouais, l'image d'un, c'était calme sur le banc, je trouvais. C'est particulier. La seule gueulante qu'il a peut-être poussée cette saison, c'est peut-être avec Axel Toupane qu'il a pu jouer les derniers matchs du Paris Basketball. Bon, ça, en tout cas, c'est dans la vérité du groupe, on ne le saura pas. Non, il y a un match à l'extérieur aussi où il se prend une Le technique. Portel, quand il prend double Le technique, C'est vrai à portel, la fin. ouais, double Il est technique. expulsé même. il est expulsé, ben, il prend double technique, expulsé, et il joue, il est pas coach pour le match d'après parce qu'il prend un rapport. Voilà. Donc, par rapport à ce que vient de me dire Antoine, Flavien, est-ce qu'on peut dire que peut-être Will Wheeler est plus un technicien qu'un réel meneur d'hommes? C'est vrai que dans son attitude, en tout cas, il paraissait toujours très calme et pas forcément toujours maître de son groupe. Bah, tu vois, je trouve que les joueurs sont plutôt satisfaits dans la globalité de ce qu'ils ont eu comme entraîneur cette année. Joachim Sims encore sur ceux qui mettaient qui méritaient que du respect et enfin, qui sont, en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il avait quand même le groupe derrière lui, derrière, qui était plutôt acquis à ses idées en fait de jeu. Lui, il est venu avec un projet, avec une philosophie qui se démarque vraiment de ce que peut proposer quasiment toutes les équipes en Europe. Et lui, et je trouve que justement, c'est un technicien. Effectivement, tu le sens pas meneur d'homme dans l'âme, mais que ça a l'air quand même de faire le job parce que il a l'air quand même d'être à l'écoute de ses joueurs. Il a mis un peu de temps à s'adapter et peut-être à renouveler, on va dire, son cahier de jeu. Mais quand on voit l'équipe comment elle jouait en octobre, d'octobre à janvier, et on va dire de fin février, fin février jusqu'à la fin de saison, c'est pas du tout le même style de jeu. En tout cas, il a modifié des choses qui ont permis à son équipe peut-être d'être plus proche du basket qu'elle aimait jouer et qui pouvait la faire gagner. Mais oui, ça ressemble plus à un technicien. C'est quelqu'un qui laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté aux joueurs, mais aussi au jeu, qui pose très peu de temps mort au moment où son équipe est vraiment dans un temps faible. Et c'est peut-être là des choses qui nous ont un peu déplu, c'est de voir un, un coach un peu attentiste parfois sur le terrain. C'est quelqu'un qui laisse beaucoup d'espace à ses assistants, que ce soit Emmanuel Mavomo ou Bienvenu Kindoki, qui, je pense, ont passé plus de temps debout que Will Weaver au niveau du banc cette saison. Il délègue beaucoup aussi donc à ses assistants. Je pense qu'aussi ça fait aussi du coup partie des choses qui font que le groupe de joueurs comment dire le suit, parce que il est aussi capable de donner des responsabilités, que ce soit aux joueurs mais aussi à ses assistants. Je trouve que globalement, c'est sûr que c'est un style complètement différent de ce qu'on a connu jusqu'alors avec Jean-Christophe Rath pendant 5 saisons, 4 saisons. Et puis, je trouve que c'était pas mal, mais voilà, il y a des petits défauts. C'est aussi sa première vraie expérience de coaching, hem, où on lui donne quasiment les pleins pouvoirs. Donc il y avait, enfin, c'est un jeune coach, hein, que 38 ans, donc il peut aussi faire des erreurs comme les joueurs. Et les erreurs, il en a fait à la marge globalement. Et je trouve que
Sincèrement, oui, c'est plus un technicien, mais et l'idée qu'il a voulu apporter au Paris Basketball était plutôt bonne. Et je pense que ça méritait peut-être d'être développé sur plusieurs saisons. Pour terminer sur ce point du management de Will Weaver, il y a peut-être aussi le cas de Dustin Sleva qui a pas forcément été super bien géré, en tout cas de ce qu'on a pu nous en savoir. Donc voilà, c'est vrai que c'est probablement beaucoup plus un technicien qu'un meneur d'hommes. On verra ce que donnera la suite de sa carrière. Peut-être qu'il nous fera mentir. Continuons un petit peu sur les aspects. Voilà, là, voilà, vous en doutez bien, on essaie ce qui nous a plu et déplu dans le coaching de Will Weaver. Et j'ai envie de dire que il y a un petit peu un contraste également. On n'en a pas forcément beaucoup parlé depuis le début de cet épisode, mais la défense du Paris Basketball, on peut dire que ça nous a fortement déplu au début parce qu'elle était clairement absente et ça s'est bonifié au fur et à mesure de la saison. Alors pas dans une dimension extraordinaire, mais en tout cas Paris a pu également arracher des rencontres défensivement. Et c'était pas une masse à faire par rapport au début de saison. Mais c'est vrai, Antoine, il y a eu quelques adaptations. Surtout, je pense que les joueurs ont un petit peu mieux compris les systèmes défensifs que le coach voulait mettre en place. Même si moi, tu me diras si tu es d'accord avec ça, j'ai un petit regret, c'est le fait que avec l'effectif qu'avait Paris, du coup, Will Weaver a décidé notamment de beaucoup faire de switch et j'ai trouvé que parfois, c'était un petit peu à outrance et un peu dans la même veine de ce qu'on disait. Il n'y a pas eu forcément parfois d'ajustement en se disant, des fois on va rester en individuel. Non, c'était, on va dire 90% du temps du switch et encore du switch. C'est c'est- c'est très juste, mais il me semble qu'on en a souvent parlé au fur et à mesure de la saison. Surtout toi et moi, lorsqu'on faisait les podcasts, les matchs s'y prêtaient de ce problème assez récurrent du switch qui s'est répété quasiment toute la saison. Et oui, la défense, les joueurs ont compris les systèmes défensifs. C'est un petit peu en lien avec ce qu'a dit Flav et les déclarations de Will Weaver, de Gauthier Denis, pardon, sur le fait que Paris a commencé un peu sur le tard à bosser du collectif. Donc ça peut être aussi en lien avec le fait que la défense s'est au fur et à mesure améliorée du côté du Paris Basketball. Après, oui, c'est ça, c'est dommage parce qu'il y avait aussi un potentiel individuel défensif chez certains joueurs. Ismaël Kamagaté, pardon, sortait d'une saison en étant meilleur défenseur de l'année la saison dernière. Et au final, il finit sur le banc pour deux raisons qui sont justifiables pour le coach. Hein. Là-dessus, chacun a son avis. John Bégarin et quand même et Axel Toupane sont quand même considérés comme des élites défenseurs selon le coach, et on l'a vu sur le tard, on l'a vu sur des séquences qui avaient des bonnes choses de fait défensivement, mais encore une fois, ça s'est réveillé un peu tard, et je pense que ça se voit au final sur le bilan dans le championnat de France, du moins du Paris Basketball, que Paris aurait pu gagner quelques matchs de plus, on ne peut pas dire 2, 3, 8, on ne sait pas, en apprenant peut-être, en bossant davantage la défense dès le début de saison. Après, les circonstances, encore une fois, font que ça n'a pas pu être facile tout de suite pour des raisons que ce soit de blessures, que ce soit de l'administratif. Il y a eu des progrès de fait tout au long de la saison, mais c'est venu beaucoup trop tard. Et c'est bien dommage compte tenu du potentiel défensif qu'avait quand même ce groupe, qui n'était pas non plus incroyable, mais qui était quand même, il y avait quand même des bonnes bases, je trouve. Pour te donner la main sur ce point, Flavien, j'ai envie de te lancer sur le problème défensif de Paris mais problème qui est un peu inhérent, qui n'est pas inhérent, pardon, à Will Weaver. C'est quelque chose qu'on voit depuis plusieurs saisons. C'est la défense sur les petits joueurs, en tout cas les meneurs adverses, souvent qui sont de petite taille, et font la chanson à Paris. Ça s'est encore produit cette saison. Et là, pour le coup, vraiment, on n'a jamais trouvé la solution. En fait, ça fait depuis la création du club qu'on n'a pas la solution. Donc, dis-nous, peut-être que toi tu l'as. À force qu'on voit les petits meneurs traumatiser Paris, peut-être que nous, on l'a trouvé cette solution. Non, malheureusement, j'ai pas la solution. Sinon, tu aurais des rumeurs comme quoi il y aurait un nouveau coach qui arriverait au Paris Basketball. Non, mais c'est vrai que ça a été un énorme problème. Ça a été un énorme problème parce que on l'a souligné trop de fois cette année. Je trouve même encore plus que les saisons précédentes que le petit meneur en face va te faire la chanson, ou alors s'il te fait pas la chanson, il va quand même avoir un rôle décisif dans la partie. Franchement, il y a eu trop de joueurs, que ce soit Jordan Floyd au premier match de la saison, que tu as eu des David Dolston, tu as eu, Cowan en Eurocup qui nous avait fait parer un très très gros match. Tu
tu jamais trouvé la solution et ça vient avec, l'idée du manque d'adaptation, d'ajustement. Hem, tu as souvent, notamment quand tu étais sur les petits, choisi le switch, avec te retrouver parfois ton pivot, donc que ce soit Sims, que ce soit Evans, que ce soit, Kamagaté, qui soit, en défense sur le petit et il prenait des tirs sur la tête, un peu trop souvent. Donc moi déjà là, c'est un des points et puis je voulais revenir un petit peu là sur les adaptations défensives, qu'on a très peu vues en fait, mais il y en a eu par séquence. Il y en a même eu certains matchs parce que, heu, Will Weaver en fait, il a pas forcément attendu, longtemps dans la saison avant de tenter des choses. Moi, j'ai le souvenir du déplacement à Trento, en tout début de saison en Eurocup, où Paris fait de la zone pendant 40 minutes face à une équipe qui, visiblement n'arrivait pas à mettre un seul tir à 3 points. Ça avait très bien fonctionné. Il y a eu des séquences, on va dire en milieu de saison, de décembre à février, où on a vu de la presse souterrain, pas mal de fois utilisée, qui t'a fait gagner des matchs parfois où tu l'utilises juste 3 minutes, mais c'est suffisant pour reprendre le contrôle de la partie. Il y a eu des partis pris que j'ai trouvé des idées intéressantes, sauf qu'on les a pas vues assez souvent. Je pense notamment aussi au fait qu'on a laissé souvent et c'est des choses qui m'ont marqué notamment contre le Le Mans, sur les deux matchs qu'on a joué contre eux, où, tu vas laisser je crois que c'était Kenny Baptiste, tu vas le laisser ouvert tu vas le laisser prendre tous les tirs qu'il veut. Tu fais des partis pris comme ça, tu défends limite en fait du 5 contre 4 parce que il y a un joueur où tu décides, on va pas le défendre, lui il mettra pas un tir, il est pas dangereux en attaque. On va préférer, se focus sur les 4 autres joueurs qui sont beaucoup plus des menaces pour toi. Moi ça j'ai bien aimé, le problème c'est qu'on l'a pas vu assez souvent et pour revenir sur le problème des petits meneurs, ça fait partie donc de ce genre d'ajustement qu'on aurait aimé voir et qu'on n'a pas vu de toute l'année et jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au dernier match, à chaque fois, tu prends des tirs. Mais par exemple, contre Boulogne-le-Valois, tu perds certes parce que, Wembanyama fait une fin de match, en gros, fin de 3e quart-temps, 4e quart-temps folle. Le problème, c'est que ce qui les maintient en vie, en quand Wembanyama n'est pas au niveau, c'est Davante Jones qui a 3 points, qui est incandescent, qui a 4 sur 4 à la mi-temps. C'est Barry Brown Jr. qui met des tirs et si ça, en fait, tu arrives un peu mieux à le défendre, on dit pas non plus à les annihiler, mais au moins à limiter leur impact, tu aurais pu trouver la solution plus facilement sur des matchs où tu avais la main mise, notamment Dijon, par exemple, quand Holston prend feu, si tu as le match en main, tu peux aller le prendre, par exemple. Ouais, pour revenir sur ce que tu disais sur les adaptations, peut-être qu'on peut nuancer nos critiques. En tout cas, souvent, c'est vrai que Will Weaver s'est adapté en préambule des rencontres pour préparer un match, mais pas forcément en cours de rencontre. C'est ce qu'on lui reproche un petit peu dans ce qu'on pouvait dire. Mais c'est vrai qu'on a vu des choses différentes. Voilà, tu les citais, je vais pas les répéter, mais on a vu des choses différentes cette saison qui étaient préparées en amont des matchs, pardon. Donc, et il y a aussi des choses qui étaient plutôt claires chez Will Weaver, Antoine, c'était ses rotations. C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de tergiversation à ce niveau-là. Pourtant, il y a eu des nouveaux joueurs qui sont inclus dans l'effectif en cours de saison, mais assez rapidement, c'est vrai que Will Weaver a identifié ses hommes forts, par exemple un Jeremy Evans qui est arrivé, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu tellement de soucis, alors que potentiellement il y avait des égos à gérer, et notamment par exemple les jeunes joueurs qui jouaient moins, ou un Mark Gegic qui a vu son temps de jeu chuter en cours de saison, par exemple. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, Will Weaver a plutôt bien géré son groupe au niveau des rotations. Oui, il a plutôt bien géré. C'était assez compliqué, je pense, en tant que joueur, de rentrer dans le 5 majeur une fois qu'il était établi. Je pense que quand ce coach-là avait une idée ou a une idée, parce que je pense qu'il sera peut-être amené à faire la même chose, après il aura peut-être pas le même rôle où il va, mais quand il a une idée en tête, je pense qu'il faut pas mal de temps pour la changer, parce qu'il croit en ses idées aussi. Tu l'as très bien cité avec Jeremy Evans. Pareil, Axel Toupane a quand même mis beaucoup, 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 beaucoup de temps avant d'être là, c'est même plus être mis sur le banc, c'est limite écarté de la feuille de match. Mais non, les rotations étaient très prédéfinies. Je pense que quand on se rendait à un match ou on se préparait à une rencontre, on savait à quoi s'attendre en ce qui concerne le 5 majeur, en ce qui concerne les minutes de chaque joueur qui ont un petit peu été redistribuées, encore très peu sur certains postes quand Kyle Holman est revenu de sa blessure qui était quand même relativement longue.
Et comme tu l'as dit, pour les jeunes, par contre, là, c'était des miettes. Donc, il y avait aussi, encore une fois, un choix de rotation assez assumé, de pas faire jouer autant que possible, enfin, autant peut-être qu'ils le voudraient, autant qu'ils le voudraient eux, les jeunes. Hein. Mohamed Diawara, Malamon Crespin, Kian Malloyer ont quand même très peu joué cette saison. Et ça en va dans cette constance, dans cette vision qu'il avait de son groupe et de sa rotation. Ce qui a pas l'air, ce qui ne semble pas avoir posé trop de problèmes d'ego, puisque j'ai l'impression que les joueurs qui semblaient en avoir le plus étaient sur le parquet, donc pas trop de soucis de ce niveau-là, sur ce niveau-là. Je suis pas totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Antoine, parce que je trouve que quand même, par moment, il pouvait aussi laisser la place à certains joueurs qui étaient, on va dire, en confiance à certains moments. Plus. Vas-y, si tu voulais dire quelque chose. Non, je disais, ce que tu voulais dire, c'était laisser sa place à des joueurs qui étaient plus chauds sur une séquence. Oui, voilà, c'est ça. Et je trouve qu'il l'a fait par moment, notamment on peut penser à la fin de saison de Juan Bégarin, qui est de bien meilleure facture que son début de saison. Ismaël Kamagaté en Eurocup a pu prendre plus de place, pardon. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, il pouvait également s'adapter et ne pas être totalement fermé sur ses rotations. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Flavien. Euh, Moi, je suis plus proche d'Antoine, je crois, parce que je trouve en fait que les joueurs, à la limite, qu'il a pu laisser sur le terrain quand ils étaient forts ou en forme, c'est plus ses shooters quand ils étaient en confiance et qu'ils avaient enchaîné, ils venaient d'enchaîner plusieurs tirs, où là, tu sens vraiment qu'il veut appuyer avec cette arme-là sur le cours de la partie. Je trouve pas que généralement, il bousculait vraiment ses plans en plein match, non plus en termes de rotation. Euh, Si le cours du jeu ne l'amenait pas à ça, parce que s'il n'y avait pas de soucis s'il n'y avait pas des problèmes de faute, notamment je trouve à l'intérieur, il joue avec ses rotations qu'il a prévues toute la rencontre. On sait qu'il a quasiment minuté, on va dire, les matchs de chacun de ses joueurs à l'avance. Et moi je trouve en tout cas qu'il a laissé au maximum de respecter cette espèce d'idéologie, de se dire bah voilà, Ismaël Kamagaté va jouer 18 minutes, Jeremy Evans va en jouer 27. Et je sens vraiment trop, je trouve trop s'adapter au cours de jeu en fonction de si tu en as un des deux, par exemple, qui prenait vraiment le pas sur l'autre. Je trouve que ça se réglait plutôt sur le côté shooter. Voilà. On a déjà dépassé allègrement le quota de minutes qu'on s'était fixé pour ces pastilles individuelles, mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez un autre point qui vous a plu ou déplu? On peut partir dans les deux sens. Peut-être Flavien pour continuer. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur ce que tu as pensé du coaching de Will Weaver? Oui, oui, on peut parler un petit peu notamment du manque de temps de jeu des jeunes, même si on en a un petit peu parlé dans le podcast précédent sur le bilan de la saison. Mais c'est là aussi où Weaver a fait confiance, on va dire, à des joueurs plus confirmés en expérience bah, juste on va dire en régularité pendant les matchs. Euh, Au début de saison, un joueur comme Kamagaté qui est titulaire joue environ en moyenne 30 minutes par match. Et petit à petit, ça a décliné et il joue plus, il joue moins de 20 minutes quasiment toute la fin de la saison. John Bégarin a vu aussi ses minutes baisser, alors qu'en soi, à l'aile, il n'y a pas eu de recrutement qui allait faire en sorte que ses minutes baissent. Hein. C'est surtout qu'il y avait Axel Toupane et lui qui étaient en concurrence sur le poste 3 pour être titulaire. Euh, on va dire que il a, je trouve, pas forcément fait suffisamment confiance à ces jeunes, à ces jeunes qui sont pourtant, on va dire, confirmés, qui ont pas mal d'années professionnelles derrière eux déjà maintenant pour leur âge, ce qui est un bénéfice, un bonus pour eux. Et il a préféré du coup plutôt rester dans un confort, on va dire. Alors c'est pas une critique forcément, mais rester dans un confort de jouer avec les joueurs américains qui l'avaient ramené, donc que ce soit un Wallace, un Sims, voire même un Holman, même si Holman c'est pas lui qui le ramène, mais c'est un joueur qui, on va dire, colle à son idée de jeu, plutôt que de développer, on va dire, les jeunes. C'est là le virage complet qu'on a vu en moins d'un an par rapport à ce qui était proposé par le Paris Basketball depuis plusieurs saisons, que ce soit en Pro B ou en Betclic Elite. Là, sur la deuxième saison dans l'élite, on voit vraiment un virage sur cette partie du projet du Paris Basketball qui était de toujours vouloir développer des jeunes
On a vu un peu cette année cette idée se freiner avec, Will Weaver et son idéologie sur la saison. Malheureusement, on pouvait un petit peu s'y attendre forcément quand les ambitions du club augmentent et un coach américain qui n'a pas forcément comment dire de lien avec ces jeunes joueurs qui ne les a pas vus progresser ni grandir, forcément qu'il a moins d'attache forcément à les faire jouer plutôt que les joueurs qu'il a choisi pour construire son effectif. Antoine, est-ce que tu avais également un dernier mot à évoquer avant qu'on tout doucement on glisse vers la fin de cet épisode? Non, pardon, c'est toi Lilian. Flavien avait plutôt bien conclu tout ce qui était le coaching. Après, voilà, ça a été une saison avec un. Parle un petit peu du bonhomme, qui était quelqu'un d'assez agréable quand tu discutais avec lui, que ce soit en conférence de presse ou quand tu avais un peu la chance de parler, de discuter en dehors aussi avec la personne. Donc, quelqu'un d'assez ambitieux, sympathique. Donc là, on va vraiment être plus dans le pathos, mais du coup, espérant qu'il trouve son bonheur ailleurs. Peu importe ses prochaines destinations, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à ce coach-là. Will Weaver qui a notamment évoqué le fait de probablement repartir en NBA pour un poste d'adjoint. On verra cet été ce qu'il adviendra du désormais ex-coach du Paris Basketball, Will Weaver. Est-ce qu'il va faire comme le PSG, il va prendre une équipe et elle va gagner l'année d'après ou pas? Ah Non. peut-être. Pourquoi Flavia? Attends. Les Nets ne gagneraient pas l'année prochaine? Je vais pas parler sur le sujet. Je vais taper sur la table. C'est sur cette note NBA que se termine ce premier épisode bilan individuel, puisque c'est le premier d'une longue série. Il y aura donc une pastille sur chaque joueur ayant terminé la saison avec le Paris Basketball, je le précise bien, puisqu'on va pas faire forcément des pastilles Non, sur... Alphonse Plummer, on va pas parler de toi. Voilà. J'y ai pensé aussi. Non plus, on va pas parler non plus des quelques raclées malheureusement qu'a subi Michael Roll sur son court passage à Paris. Mais voilà, tous les autres joueurs, on va en parler, même de Chris Goulding, on en parlera. Voilà, ce sera probablement des épisodes un petit peu moins longs que celui d'aujourd'hui. Mais voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner sur YouTube et les plateformes de podcast pour ne louper aucun des épisodes et avoir les notifications. On devrait sortir les épisodes à peu près au rythme de 2-3 jours. Donc voilà, comme ça, il n'y aura pas une rupture trop brutale avec la fin de saison. Vous aurez de la matière et du contenu sur l'équipe du Paris Basketball. En attendant, on vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter @ParisB-8OnAir et sur Facebook et Instagram Paris Basketball On Air tout simplement. Pour la suite des pastilles, on sera plutôt en duo. Voilà, on a fait 2 épisodes de suite en trio, mais on va repartir sur des petits courts comme on a pu le faire cette saison pour les débriefs. Donc voilà, merci Antoine, merci Flavien d'avoir été avec moi et on se donne rendez-vous donc à très très vite. Bye bye. À bientôt. Ciao.